Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau avec une nouvelle conférence qui nous est présentée par Sébastien Durand. Sébastien qui nous a déjà parlé la dernière fois des planètes, enfin des étoiles, pardon, et aujourd'hui il va nous parler des planètes du système solaire. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Eh bien, alors, aujourd'hui, tu vas nous faire la première partie de cette présentation, qui va donc se dérouler en deux parties, et on va partir en exploration dans le système solaire. Exactement. Donc là, pour la première partie, on va faire le tour des planètes telluriques et de la ceinture principale. Voilà. Et D'accord. puis du coup, dans la deuxième partie, on fera les planètes gazeuses et au-delà des planètes gazeuses. Ok, eh ben on y va alors. On attache les ceintures et la fusée décolle. Alors du coup là, je vous ai mis des petites images de planètes. En bas à droite, vous l'aurez tous peut-être reconnu, c'est Pluton, qui n'est plus une planète. Qui a Voilà. perdu son statut. Voilà. Donc on en parlait juste derrière. Alors on va commencer déjà par quelque chose de simple. Alors je l'ai mis à peu près Wikipédia au sens où j'ai repris la définition de Wikipédia que j'ai allégé de termes qui étaient inutiles. J'ai voulu prendre la définition d'un dictionnaire, mais en fait je me suis aperçu que la définition du Larousse était très incomplète, du coup, au final. Et du coup, je pense que j'aurais dû aller chercher dans une encyclopédie si je voulais vraiment la définition officielle d'une planète actuellement, mais bon, celle-là est plutôt correcte. Voilà. Alors on va la lire. Alors du coup, une planète, déjà c'est un corps céleste. Alors, une planète, elle orbite autour du Soleil et pas d'une étoile. Si c'est autour d'une étoile et pas du Soleil, c'est ce qu'on appelle une exoplanète. Voilà. Elle possède une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique. Alors ce mot compliqué veut dire en gros qu'elle a une masse qui fait qu'elle est ronde, à peu près. Et ça, effectivement, si elle a pas ça, c'est mal parti pour être une planète. Ça veut dire qu'elle est vraiment toute petite, et, potentiellement qu'elle va plutôt ressembler à une patate, et donc on va plutôt appeler ça un astéroïde. Voilà. Alors, elle doit aussi avoir éliminé, donc ça c'est ce qui a été rajouté dernièrement à la définition d'une planète. Elle doit avoir éliminé tout corps rival qui se déplace sur son orbite ou sur une orbite proche. Un corps rival, c'est un corps qui a du coup une masse assez proche du corps qu'on veut considérer. Voilà. Donc par exemple, dans le cadre de Pluton, on se retrouve avec Pluton et Charon qui font une masse assez proche quand même, et surtout des objets qui font quasiment la taille de Pluton, qui se baladent sur des orbites très proches de Pluton. Donc on peut considérer que Pluton n'a pas éliminé tous les corps rivales, et donc que Pluton est une planète naine. Voilà. D'accord. Donc Alors, une planète naine, c'est la même chose qu'une planète, mais qui n'a pas éliminé tous ses corps rivaux. Voilà. d'accord, ok. Alors du coup, équilibre hydrostatique, ça veut dire quoi, hydro? Ça veut dire qu'il y a de l'eau? Non, non, c'est vraiment, si on prend, on va dire, si on imaginons qu'on prend une planète qui est exclusivement constituée d'eau, euh, en fait, elle va naturellement, grâce à sa masse, être une sphère parfaite. Voilà. Hmm. Du coup, parce que dans l'espace, du coup, l'eau peut aller où elle veut. Il n'y a pas de gravité qui fait qu'elle est plaquée sur quelque chose. Et du coup, naturellement, l'eau, en fait, va se mettre sous forme de sphère parfaite. Voilà. D'ailleurs, on peut voir ce genre de vidéos en général dans l'ISS où les astronautes ils ont des petites gouttes d'eau qu'ils mettent en apesanteur et on voit qu'effectivement elles font des sphères. Voilà. Ouais. Parce que la force de la gravité, la masse d'eau provoque sa propre gravité, donc elle s'effondre, elle a tendance à s'effondrer sur elle-même. Et la masse étant uniforme, l'attraction gravitationnelle est uniforme sur tous les points de la surface, donc naturellement ça forme une bulle, si j'ai bien compris. Oui, bah, c'est une sorte c'est un équilibre du coup effectivement entre la force de l'eau qui a pas envie de s'écrouler dans un point et donc la force de pression qui est uniforme et, euh, et la gravité qui veut attirer l'eau en un point. Voilà. Et alors dans le cadre d'une planète, bah, c'est pas de l'eau, c'est de la roche. Du coup, il faut plus de force de gravité pour se retrouver à l'équilibre. Et ça va aussi dépendre effectivement de la composition de la planète.
et de sa densité, la force ne va pas être la même en fonction de comment est faite la planète. Ok. Du coup, les termes que j'ai mis en bas, donc j'en ai déjà parlé. Donc une exoplanète, c'est une planète mais qui n'orbite pas autour du Soleil, qui orbite autour d'une autre étoile. Une planète naine, c'est une planète mais qui n'a pas éliminé tous ses corps rivaux. Un satellite, c'est un corps qui ne tourne pas autour d'une étoile ni du Soleil, mais qui tourne autour d'une planète. Du coup, le satellite peut faire la taille de la planète en soi, ça c'est pas grave, mais à partir du moment où il tourne autour d'une... Par exemple, si on prend un exemple, la Lune, elle a une masse, elle a une taille assez proche au final de Mercure. On peut se dire ah mais c'est bizarre, pourquoi la Lune on dit que c'est un satellite et pourquoi Mercure on dit que c'est une planète? Parce que Mercure elle tourne autour d'une étoile, le Soleil, et que la Lune tourne autour d'une planète. Voilà. Donc c'est vraiment des définitions on va dire, géométriques et qui ne concernent pas la description du corps en lui-même. Voilà. Ok. Et les protoplanètes, alors c'est les planètes en formation, où souvent en fait les planètes naines sont des anciennes proto, du coup qui sont pas allés jusqu'au bout de leur formation. Et les astéroïdes du coup sont des restes de notre système solaire à l'origine, ou des restes de planètes qui ont explosé, enfin sont cassées plutôt. Voilà. Suite à des collisions. Suite à des collisions entre plusieurs protoplanètes justement. Alors, on va commencer par la première, Mercure, du coup. Alors pour retenir un peu les tailles, j'ai essayé de simplifier un peu pour avoir des moyens un peu mnémotechniques de retenir les tailles. Je vais pas vous donner des chiffres super précis de la taille de chaque objet. On va à chaque fois essayer de prendre la Terre comme référence. Voilà. Alors, parce que si je vous dis qu'elle fait 3000 km de rayon, ça vous avance pas à grand chose, concrètement. Par contre, si je vous dis qu'elle fait entre 2 et 3 fois, en fait c'est à peu près 2,5 fois la taille de la Terre, là, c'est plus parlant. Enfin, oui, enfin que la Terre fasse plus 2 et 3 fois, là, voilà, plus petite, ouais. Merci, j'ai parlé Voilà. trop vite. Donc Mercure, on peut mettre à peu près 2 à 3 fois Mercure dans le rayon de la Terre. De la Terre. Voilà. Alors, vu qu'elle est très proche du Soleil, c'est la plus proche, elle met 88 jours à faire le tour du Soleil. Alors, une petite particularité, c'est que elle a une orbite qui est assez excentrique. Donc, une orbite excentrique, c'est une orbite qui n'est pas circulaire, du coup, qui va éloigner ou rapprocher la planète au cours de sa rotation autour du Soleil. C'est une ellipse, en fait. C'est une ellipse, exactement. Et du coup, quand on est en orbite circulaire, on reste toujours à la même distance de l'étoile, alors que là, Mercure n'est pas toujours à la même distance du Soleil. C'est quasiment, enfin c'est la seule planète du système solaire qui a vraiment une excentricité importante au niveau de son orbite. Les autres sont quasiment circulaires. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre... Bon, vous verrez après sur les autres planètes. Ouais. Alors, pour la rotation autour d'elle-même, donc elle met 59 jours, c'est-à-dire que le jour, la définition du jour, c'est le temps que met le Soleil à revenir au même endroit dans le ciel. Ça peut appeler ça le jour solaire. Mais... De quoi? Non, vas-y, je disais où c'est également le temps que la planète met à faire un cercle complet sur elle-même. Oui, ça, faire un tour sur elle-même au complet. Et là, du coup, le jour mercurien durerait 59 jours, si on serait à la surface de Mercure. Voilà. Ce qui est très très long. Et en fait, on voit que elle met quasiment autant de temps pour tourner sur elle-même que tourner autour du Soleil. Oui, elle met 88 jours à tourner autour du Soleil et presque 60 jours à faire le tour sur elle-même. Exactement. Et alors, du coup, en termes de température, bon là, on est très très proche du Soleil, donc on voit des températures assez extrêmes. 427 degrés, hein, plus chaud qu'un dans un four, hein, concrètement. Par contre, on voit aussi qu'on a moins 183 degrés. Et alors là, on se pose des questions, c'est bizarre. Pourtant, la Terre, qui est moins loin, enfin qui est plus loin que Mercure, elle va pas à moins 193 degrés.
il y a un truc bizarre. Et alors du coup, qui explique ce truc bizarre, c'est la partie juste en dessous, c'est qu'elle n'a pas d'atmosphère. C'est-à-dire que quand vous passez de jour à nuit sur Mercure, vous passez directement en quelques minutes de 427 degrés à moins 183 degrés. Alors pourquoi? À cause de Sacré choc l'atmosphère. thermique. Sacré choc thermique, ouais, Ouais. effectivement. Et donc là, d'ailleurs, on peut entreapercevoir ce que va subir une sonde spatiale qui est proche de Mercure, potentiellement. Elle va subir ces mêmes chocs thermiques entre son côté jour et son côté nuit. Voilà. Donc c'est là qu'on... Ah ouais, ça a intérêt à être construit de façon très solide, quand même. Et en fait, c'est parce que l'atmosphère joue un rôle de régulation thermique sur la surface d'une planète. Exactement. Et c'est pour ça que quand la nuit arrive, souvent on sent une vague d'air froid arriver, mais pas plus que ça, c'est quelques degrés sur Terre. Et au fur et à mesure de la nuit, ça se refroidit tout doucement. Effectivement, c'est l'atmosphère qui va créer une sorte, qu'on dit, d'inertie thermique, qui va se prolonger jusqu'au matin, qui après va réchauffer la zone où vous vous trouvez. Et donc, qui dit pas d'atmosphère, dit pas d'inertie thermique, donc on passe d'une température à l'autre instantanément. Alors cette inertie thermique, elle est due à plusieurs phénomènes. Donc sur Terre, on a 3 phénomènes qui transportent la chaleur, du coup, l'énergie thermique. On a du coup le hop, je vais y arriver. La diffusion, du coup, c'est quand on transporte de la chaleur mais sans déplacer de la matière. On a la convection où on transporte la chaleur en déplaçant de la matière. C'est ce qui se passe quand on fait bouillir de l'eau, par exemple. On a la matière en fait qui monte et qui descend dans la casserole. Et du coup, on a le dernier qui est le rayonnement. Donc pour qu'il y ait conduction, donc si vous êtes à la surface de Mercure, concrètement, la chose qui vous chauffe, c'est pas la conduction parce que il y a pas d'air pour vous transmettre de la chaleur. Il y a pas d'atmosphère, concrètement. C'est pas la convection parce que y a pas de matière, il y a pas d'atmosphère. Ça change rien. Et donc c'est seulement le rayonnement. En fait, c'est le soleil qui vous chauffe directement. Donc quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de chaleur. Point. Et en fait, c'est Bah, vous qui de coup devenez chaud et qui émettez du rayonnement. d'accord, ok. Donc Et la dernière effectivement, ligne, ouais, oui. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais en fait, j'allais dire, c'est là dans le petit nuage, la patte d'atmosphère, tu as écrit 5E 15 bars. Alors, du coup, Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? ça représente pas grand-chose, hein, concrètement. Ça veut dire que la pression, parce qu'il y a quand même une toute petite atmosphère qui est très 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 faible, mais qui est à la surface de Mercure, l'atmosphère est, alors, je vais essayer de ne pas me gourer, 1 million, 2 milliards, 2 milliards de fois moins que sur Terre, Ah oui, d'accord. à peu près. C'est 5 exposant moins 15. C'est D'accord, ça. c'est d'accord. Ok, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ok, ouais. Mais c'est comme sur la Lune, en fait, il y a une espèce de quelques millimètres de gaz autour de la surface, mais C'est ça. effectivement. Voilà. En Mais fait, c'est ce pas. gaz, il apparaît parce que le Soleil, en fait, va sublimer la surface de Mercure, donc va la transformer sous forme gazeuse par la chaleur. Et en fait, ça va créer un peu de gaz, mais qui C'est va ça. tout de suite s'en aller, en fait. Voilà. C'est ça. Tout de suite. Alors, quand je dis s'en aller, il s'en va dans l'espace. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, qu'on parlera de Mars sur Mhm. des trucs rigolos, hein, à dire. Ouais, Et donc, c'est une planète tellurique. c'est ça. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi, cette planète Alors, une tellurique? planète tellurique, c'est une planète faite de roches, concrètement. Donc, on peut dire qu'elle est principalement constituée de, de plein de choses, mais elle est solide, surtout. C'est-à-dire qu'on peut Voilà. atterrir dessus. Voilà. Voilà, c'est contrairement par opposition aux planètes gazeuses comme Jupiter ou Saturne, etc., qui sont essentiellement des boules d'atmosphère autour d'un noyau. Exactement. Ok. Alors, un petit truc que souvent on dit,
c'est que Mercure, quand je vous le présente comme ça, sans vous dire que c'est Mercure, et On dirait la on Lune. pourrait croire la Lune, effectivement. Mm. Donc là, je vous mets la Lune à côté, et effectivement, ça reste quand même assez proche. Et la chose qu'on voit tout de suite qui apparaît, c'est qu'il n'y a pas ces taches noires sur Mercure. Les taches noires, c'est ce qu'on appelle les mers. Il n'y a pas d'eau dans la surface de la Lune. On appelait ça des mers parce qu'à l'époque, on pensait qu'en fait, effectivement, c'était les océans. Parce que quand on regarde la photo de la Terre, on a les zones sombres qui correspondent en fait aux océans et les zones claires qui correspondent aux terres, du coup. Voilà. Et c'est pour ça qu'on pensait que c'était les océans. Avant, on pensait même qu'il y avait des gens qui habitaient sur la Lune, qui s'appellent les... Les Sélénites, je crois qu'ils les appelaient. C'est ça, bravo. Sélénites. Séléna, c'est le nom grec ou latin de la Lune, je sais plus. Ouais, et pas les lunariens, comme c'est ça. on peut dire des fois. Ouais. Ou les luniens. C'est sélénites, exactement. Après, il y a des histoires avec des nazis sur la face cachée, mais bon, ça... Oui, je me souviens plus du titre de ce film, mince. Ah, je sais plus. Ok. C'est Iron Sky, pardon. Voilà. Iron Sky, voilà, c'est ça. Alors si je vous montre la face cachée, malheureusement je l'ai pas mis là, mais j'aurais dû la mettre. En fait, la face cachée a beaucoup moins de mer, et effectivement, du coup, on peut vraiment confondre la face cachée de la Lune avec Mercure. Voilà. Alors la différence, pourquoi il n'y a pas de mer sur Mercure, c'est parce que du coup, il y a eu quasiment pas d'activité volcanique. C'est l'activité volcanique en fait qui a émis qu'on appelle de la lave, qui s'est solidifié et a donné ce qu'on appelle du basalte. Donc c'est une roche très noire qui est venue remplir les cratères à la surface de la Lune à certains endroits. C'est ça qui a fait les fameuses mers. Et vu qu'il n'y a pas eu de cette activité volcanique à la surface de Mercure, ça n'a pas rempli tous ces cratères. Voilà. Allez, on continue. Pour Vénus. Alors, Vénus, du coup, c'est une planète qui est un peu plus éloignée du Soleil, qui est la deuxième, du coup, en partant du Soleil. Donc, elle fait à peu près la taille de la Terre. Elle met 225 jours pour tourner autour du Soleil. Et là, un truc bizarre, elle met moins 243 jours pour tourner sur elle-même. Ouais, là, ça demande explication, là. Voilà, il y a deux trucs bizarres. Alors déjà, c'est bizarre, elle met plus de temps pour tourner sur elle-même que tourner autour du Soleil. Effectivement. Le Soleil, en fait, alors on ne sait pas exactement si c'est dû à des mouvements gravitationnels ou à un impact qui aurait eu lieu à la surface un gros impact sur Vénus, qui fait que, en fait, elle ne tourne quasiment pas sur elle-même, concrètement. Et en plus de ça, alors pourquoi moins? Parce qu'en fait, c'est la seule planète qui ne tourne pas dans le même sens que toutes les autres planètes du système solaire. Tout simplement. Et donc, l'explication de ça, c'est que la planète, en fait, a eu son axe de rotation inversé. C'est-à-dire qu'en fait, elle tourne en fait dans le même sens que les autres, mais si vous inversez le nord et le sud sur l'axe de rotation, en fait, elle tourne dans l'autre sens. Ouais, mais alors du coup, pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Elle s'est retournée? Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle aurait... Alors, on n'a pas de certitude, mais une explication, c'est qu'elle se serait pris un très gros impact au moment de sa formation, qui l'aurait tourné. D'accord, ok. C'est une hypothèse. Moi, c'est l'hypothèse que j'ai vu le plus tourner. Je sais pas s'il y a d'autres avancées d'ailleurs à ce niveau. D'accord. Alors sinon, en termes de température, pareil, alors je vous ai mis des petits points d'exclamation sur des choses un peu qui pourraient faire tilter du coup. Donc en termes de température, on est sur du 490, 446. C'est bizarre parce que je retourne un cran en arrière. Le Mercure, qui était plus près du Soleil, montait qu'à 427 au maximum. Là, on a Vénus qui monte à 490 au maximum, et son minimum n'est pas du tout à moins 180 et quelques comme Mercure, mais à 446. Donc même le minimum de Vénus est plus chaud que le maximum de Mercure. Alors qu'elle est plus loin du Soleil. Mais il y a une atmosphère. Mais voilà.
dans la ligne du dessous, on peut effectivement voir qu'il y a une atmosphère qui est constituée principalement de dioxyde de carbone, le fameux CO2, et d'azote, donc le fameux N2. Voilà. Et cette atmosphère est très dense. Alors, j'ai mis une unité qui s'appelle le bar. Alors, la référence du bar, c'est 1 bar est égal à la pression atmosphérique sur Terre, moyenne. Donc là, on a une pression qui est 9 fois supérieure à la pression atmosphérique terrestre, À la surface, à la surface. Ouais. au niveau de la Oui, c'est surface. moyenne à la surface. Effectivement. Parce que plus vous montez dans l'atmosphère, donc plus vous vous rapprochez de l'espace, et moins l'atmosphère est dense. C'est pour ça qu'à une certaine altitude au-dessus de Vénus, on a une pression de 1 bar, qui est tout à fait vivable. Tout à fait. Comme Mais 9 bars, c'est combinaison énorme. quand même. Hein. 9 bars, c'est énorme. Ouais. Ça te ratatine littéralement. On l'a aperçu, on a envoyé une sonde, enfin les Russes ont envoyé, enfin l'URSS à l'époque, a envoyé une sonde Enfin, à la de les sondes Venera, ouais, c'est ça. il y en a eu 2 d'ailleurs. Alors il y en a une qui a atterri et l'autre non, du coup. Et celle qui a atterri a duré quelques minutes, en fait. Et a eu le temps de prendre une photo. Voilà. Et après elle est morte, du coup. Pourtant c'est ce qu'ils avaient de plus solide. Hein. Bon. Ouais. Donc effectivement, la pression est énorme. On peut difficilement survivre du matériel, en tout cas spatial, peut difficilement survivre plus de quelques minutes à la surface de Vénus. Et En c'est pas plus, seulement, ouais. c'est pas seulement à cause de la pression d'ailleurs, c'est parce Ah que non, il y a d'autres trucs encore. ouais. Effectivement, vu que vous avez une pression importante et une température importante, en fait, vous avez beaucoup de liquide en fait qui s'évapore, puis se recondense, et en fait, du coup, là-bas, il pleut sur Vénus, mais il pleut pas de l'eau. De l'eau à 446, elle est tout le temps gazeuse, hein, donc elle se condense jamais, et donc il ne peut pas pleuvoir de l'eau sur Vénus. En fait, il pleut de l'acide sulfurique. Voilà. Voilà, ça c'est agréable. Ça c'est alors pour ceux qui se plaignent de la pluie, Super. des pluies acides sur Terre, allez un petit peu sur Vénus. Voilà. Vous avez des lacs d'acide sulfurique à la surface de Vénus, c'est super. Et puis 97% de CO2 dans l'atmosphère, c'est bon là on est clairement pas dans un environnement favorable à la vie. Non, effectivement. Malheureusement, Vénus n'est pas très favorable à la vie. Alors ça reste une planète tellurique, hein. On est quand même sur une planète rocheuse sur laquelle vous pouvez atterrir. La surface de Vénus, d'ailleurs, hop. Donc là, on la voit. Alors c'est des fausses couleurs. La surface de Vénus n'est pas orangée comme ça. Alors ils ont essayé de mettre la fausse couleur quand même assez proche de la couleur réelle qu'il y aurait à la surface de Vénus. Malheureusement, c'est très compliqué de savoir exactement la couleur. Mais ça serait un orangé, un peu comme ça, orange-marron. On pourrait voir à peu près ces couleurs-là, si on pourrait mettre un homme à la surface de Vénus. Alors ces images-là, enfin cette image-là, cette multitude d'images qui ont été assemblées, c'est des images qu'on dit radar. Donc c'est-à-dire qu'on a envoyé des ondes radio qui ont rebondi à la surface de Vénus et qui sont retournées à la sonde. Et ça lui a permis de cartographier la surface de Vénus malgré l'atmosphère dense. On ne peut pas en fait observer la surface de Vénus depuis l'espace et même depuis la Terre, même avec un très gros télescope. On peut discerner des fois des toutes petites parties à travers les nuages, mais on ne peut pas observer l'intégralité de la surface. Parce que du coup, ces nuages sont vraiment très opaques à la lumière solaire. Oui, et oui, puis la planète est entièrement couverte de nuages en permanence. Alors du coup, pour ceux qui font de l'astronomie et qui se plaignent des nuages, n'allez pas sur Vénus. Enfin, il y a d'autres raisons pour lesquelles il ne faut pas aller sur Vénus. Mais si vous aimez pas les nuages, allez pas sur Vénus. C'est ça, exactement. Alors du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, Vénus, elle a énormément de volcans. Et c'est des volcans qui sont très actifs. Donc en fait, toute la surface de Vénus est en permanence renouvelée. Donc cette carte n'est plus valable déjà. Ouais. C'est un véritable enfer, en fait. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, effectivement.
est-ce que j'en parle? Oui, j'en parle juste après, justement. D'accord. Et je sais pas, je Alors, peux pas dire, j'ai pas vu les slides avant. ouais, bah, tu découvres. Effectivement. Alors, je vais vous parler d'un phénomène que vous connaissez très bien, qui s'appelle le phénomène de l'effet de serre. Alors, à gauche, vous voyez une simulation qui a été faite par le CNRS, qui est une simulation de la Terre au fur et à mesure des années. Alors, on s'est aperçu que petit à petit, le soleil, le solaire augmentait. Le soleil chauffe de plus en plus la Terre. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas du tout ça qui crée actuellement le réchauffement climatique sur Terre. C'est les gaz que nous, on émet par effet de serre. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas le soleil qui se réchauffe. Il se réchauffe, mais c'est négligeable par rapport à ce que nous, on produit sur la planète. Et sur Vénus, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au début de sa vie, elle était dans ce qu'on appelle la zone habitable. Donc c'est la zone où on peut trouver de l'eau liquide en permanence à la surface d'une planète, et donc potentiellement la zone où peut se développer la vie dans l'eau. Voilà. Et donc Vénus était dans cette zone-là, donc avait potentiellement de l'eau à la surface, au moins des lacs. Et sauf que le Soleil, elle était à la limite de cette zone habitable, et le Soleil s'est mis à chauffer de plus en plus, et elle est sortie de cette zone habitable. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a une planète qui se met à chauffer? Elle a ces océans du coup qui commencent à s'évaporer de plus en plus. Et à votre avis, quel est le gaz qui fait le plus d'effet de serre sur Terre actuellement? Bah, a priori, c'est le CO2. Eh ben non, du coup. Eh ben non. Alors, à comment dire, à masse équivalente, si on prend le CO2 et cet autre gaz, effectivement, c'est le CO2 qui va créer plus d'effet de serre. Mais le gaz le plus présent, en tout cas le gaz à effet de serre le plus présent à la surface de notre planète, d'ailleurs c'est pas vraiment un gaz, mais c'est la vapeur d'eau. Voilà. D'accord. Et c'est elle qui fait que notre planète est à peu près à 18 degrés et vivable. On ne serait pas du tout à 18 degrés. Voilà. Et du coup, quand on fait évaporer les océans, bah, qu'est-ce qui se passe? On met plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Du coup, on crée encore plus de réchauffement. Du coup, on évapore encore plus l'eau, etc., etc. En tout cas, qu'il n'y ait plus d'océan. Voilà. Et du coup, ils ont fait une simulation, et sur Terre, du coup, ils se retrouvaient à peu près à 1600 degrés à la surface de la planète, une fois que l'intégralité des océans terrestres se sont évaporés. Et à peu près 9 à 10 bars de pression à la surface de la planète. Alors effectivement, ça, c'est pas un truc qu'on verra de notre vivant, c'est pas un Non. phénomène qui se produit en quelques centaines d'années, mais qui... Donc D'ailleurs, à peu près dans 1 milliard d'années, le Soleil sera trop chaud pour qu'il y ait de la vie sur Terre. Voilà. et pour ceux que ça intéresse, je vous invite, si vous nous suivez actuellement sur Discord et si vous n'êtes pas encore sur YouTube, je vous suggère d'aller sur la chaîne YouTube AstroFR, sur laquelle on a justement une conférence qui a été donnée par Sébastien lui-même il y a quelque temps sur les étoiles, et on parle de la fin de vie de notre étoile, le Soleil. C'est ça. Donc ça va apparaître avant, effectivement, le passage en géante rouge. Donc même avant, en fait, la Terre ne sera plus habitable. Voilà. Et en Alors, fait, la zone habitable est définie par la présence d'eau liquide. C'est comme ça qu'on définit la zone habitable autour d'une étoile. c'est ça. Et du coup, elle sera plus dans cette zone habitable. Et en fait, c'est Mars qui, du coup, après sera dans la zone habitable pendant un court instant, parce que du coup, après, il y aura la géante rouge, et bon, là, tous crever. On sera On sera on tous espère morts, qu'on de toute sera façon. tous morts, soit on sera pas. C'est là. Mais C'est ça. du coup, à l'époque, parce que là aujourd'hui on dit que Vénus est effectivement un enfer, vu les températures, les pluies d'acide sulfurique et les volcans, mais à l'époque c'était un véritable paradis, et qui probablement ressemblait à la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, avec de l'eau, et peut-être même de la vie. Exactement. Et peut-être de la vie, en fait. Donc, il y a Vénus maintenant redevient à la mode de l'exploration spatiale. Donc, on va envoyer prochainement. Alors, c'est un peu le bordel en ce moment, mais normalement, ils doivent envoyer prochainement des sondes spatiales, en tout cas la NASA et
et la Russie doivent envoyer des sondes spatiales vers Vénus. Ouais. Donc il y aura des nouvelles sondes Venera qui vont potentiellement atterrir sur Vénus. Alors, ça fait un petit peu de buzz il y a 1 an ou 2 avec la découverte de phosphène sur Vénus, enfin en tout cas dans les Ah oui. couches supérieures de l'atmosphère. C'était un résultat qui a été annoncé avec tambour et fracas comme élément possible de l'existence de la vie sur, en tout cas dans les couches supérieures de l'atmosphère de Vénus, parce que le phosphène est effectivement un gaz qui peut être émis par les organismes vivants. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que oui, mais pas que. Voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est encore une découverte scientifique qui a été déformée par la presse et repris en oubliant une partie de la vérité, de la découverte, qui est aussi Ouais. que ce gaz peut venir d'autre chose que de la vie. Voilà. Oui, il y a eu la presse, mais il n'y a pas eu que la presse. J'ai l'impression que l'équipe qui a fait cette découverte Ah, peut-être. a fait un petit peu de buzz également là-dessus, alors que tout n'était pas encore solidement confirmé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, Oui, malheureusement. oui, tout à fait, ouais. C'est que on commence à sortir des découvertes avant qu'elles aient été recoupées par d'autres personnes. C'est un petit peu dommage parce que à force de faire ça, on décrédibilise un petit peu la recherche. Ouais. Et effectivement, l'article en question n'avait pas été encore validé. Il n'avait pas été En relu par les publication. pairs. Voilà, il n'avait pas Voilà. été validé en publication. Et alors, je sais pas, c'est peut-être une tentative de coup de poker de la part des auteurs en disant bon allez, ça va être validé et reproduit et on n'a qu'à commencer à faire du buzz maintenant. Bon, bah, ça, c'est un petit peu Ouais. retourné contre eux. Bon, l'article était bon en soi, hein. Effectivement, L'article était bon. il y a vraiment, par rapport aux analyses des différentes sondes spatiales, il y a eu vraiment des analyses qui ont allé dans ce sens. Mais effectivement, plus tard, Voilà. après, je sais pas trop comment ça a fini, mais il me semble que ça a fini par effectivement qu'il y avait des sources non d'autre chose que du vivant qui pouvaient produire ce gaz. Oui, c'est ça. L'article était factuellement intéressant. C'est les conclusions qui ont été un petit peu hâtives. C'est ça. Pour finir du coup sur Vénus, il y a eu pas mal actuellement d'études sur Vénus pour étudier en fait le réchauffement climatique, mais à l'état extrême. Voilà. C'est ça. Et, Alors, ça nous permet de mieux comprendre le réchauffement climatique terrestre. c'est intéressant de savoir que sur le site de la NASA, en tout cas, et peut-être également sur le site de Météo France, on a la courbe du réchauffement de ces 120 dernières années qui est appliquée à côté de l'évolution de l'ère industrielle. Et ça, c'est un truc que moi je montre souvent à des gens qui sont plus ou moins climato-sceptiques, parce que là, il faut quand même qu'on dise une chose qui est claire, c'est que autant il y a des phénomènes de variation climatique sur des périodes géologiques très longues, autant là on voit que les deux courbes, celle du réchauffement climatique récent et de l'ère industrielle, sont parfaitement calquées l'une sur l'autre. Et ça, c'est un argument qui est absolument imbattable pour montrer que on a quand même un petit peu merdé. Alors ce que je n'ai pas dit effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que le phénomène que je vous ai expliqué pour Vénus, donc qu'on peut appeler le phénomène d'emballement climatique, alors il n'est pas irréversible potentiellement s'il est dû à une source externe. En fait, la Terre, du coup, et même pas forcément que la Terre, mais il y a des phénomènes physiques qui ont tendance à brider, on va dire, ce phénomène d'emballement climatique. En fait, les océans peuvent absorber une partie des gaz à effet de serre à cause du réchauffement, justement, et du coup, empêcher cet emballement climatique. Alors ça n'empêche pas de chauffer, mais ça... Par contre, si jamais on continue effectivement à émettre des gaz à effet de serre, bah là, malheureusement, les océans, entre autres, et même les roches aussi, par des phénomènes géologiques, enfin, chimiques plutôt,
peuvent absorber en fait une partie du gaz à effet de serre, et si on continue à en produire, malheureusement, tout ça sera saturé C'est ça. et il n'y aura plus de régulation. Ah. Et donc Vénus, elle, c'est en plusieurs millions d'années hein, que ce phénomène a eu lieu. Voilà, parce qu'il y a... On parle pas de dizaines ou même de centaines d'années. Hein. On est très très loin de cette échelle de temps. Contrairement à ce qui se passe maintenant. Oui, c'est ça. Sur Vénus, c'est un phénomène naturel dû au réchauffement du Soleil lui-même. Mmh. C'est pas un phénomène qui a été impulsé par une civilisation. C'est ça. Autant qu'on le sache. Oui. Autant qu'on le sache. On va savoir. On va savoir. Il y avait peut-être de la vie et peut-être qu'ils consommaient du CO2. Je sais pas. On sait pas. Là, on rentre dans le domaine de la science-fiction. Alors, bah, on va continuer un peu. On va passer sur la Terre. Alors déjà, ce qu'on peut observer dans mes icônes, c'est qu'effectivement, on a un icône qui s'est rajouté parce que maintenant on a un satellite. Donc Vénus et Mercure ne possèdent pas de satellite, concrètement. Même la Terre, en théorie, n'aurait pas dû en avoir. On va en parler juste après. Alors là, j'ai mis un vrai chiffre pour la taille. Enfin, c'est le diamètre, du coup, parce que le but, c'est de comparer la Terre avec les autres planètes, donc il faut le chiffre de comparaison quand même. Donc le diamètre de la Terre est de 12 756 km. Donc c'est grand, mais c'est pas la plus grande planète du système solaire. Du coup, nous faisons le tour du Soleil en 365 jours, 25. Alors ce virgule 25 c'est important parce qu'en fait c'est lui qui crée qu'on appelle les années bissextiles. Donc tous les 4 ans, on va ajouter une journée pour compenser le fait que on tourne pas en 365 jours tout court. Voilà. Comme notre calendrier, pourtant 365 jours, mais ça Mmh. correspond pas à la réalité. Exactement. Alors après, je vous ai mis le temps sidéral. Donc le temps sidéral, c'est le temps sur lequel la Terre, en prenant comme référentiel le système solaire et pas le Soleil, du coup. Alors bon, c'est un peu compliqué ces histoires de référentiel, mais en gros, si on prendrait la Terre et qu'elle continuerait à tourner sur elle-même, mais sans prendre en compte le Soleil, sans prendre en compte les autres planètes, etc., on verrait qu'elle tourne sur elle-même en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Ok, Donc, alors en quoi les autres objets du système solaire ont une influence là-dessus? Parce que là, tu dis, ça, c'est la valeur sans prendre en compte l'environnement. alors c'est juste une histoire de référentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne un point fixe autour de nous. Si on considère que le Soleil est un point fixe par rapport à la rotation de la Terre, c'est faux. Parce que la Terre tourne autour du Soleil. Elle se D'accord. déplace elle-même. Et donc D'accord. cette rotation autour du Soleil fait que le Soleil va se déplacer légèrement dans le ciel par rapport à la Terre. Et donc, si on veut rattraper ce déplacement du Soleil, en fait, on aurait une rotation qui est de 24 heures, tout pile. D'accord, ok, donc en Donc, c'est ce 24 qu'on appelle heures. le jour solaire. D'accord, donc si je pointe mon télescope vers le Soleil, je reviens 24 heures plus tard, je vais la voir exactement au même endroit de l'oculaire, c'est bien ça? Exactement. D'accord, ok. Voilà. Par contre, pour une étoile, il faudra revenir 23 heures, 56 minutes et 4 secondes et des millièmes. Tout à fait, parce que la Terre tourne autour du Soleil et pas autour d'une autre étoile. Exactement. Alors, pour la température, du coup, là, au maximum, on observe 57 degrés à la surface de la Terre et au minimum, moins 93 degrés. Voilà. Et on est sur une D'accord. température moyenne de la Terre de 18 degrés. Donc c'est pour ça, j'ai mis attention, la Terre, c'est la seule planète à posséder de l'eau liquide à sa surface en permanence. Où est-ce que Mars, tu as ouais, où est-ce que tu moins 93 degrés? je sais pas. Ça me paraît énorme. Parce Ouais, qu'on parle de température à la surface. Alors peut-être dans l'Antarctique, effectivement, dans le pôle Sud. peut-être. J'ai pas regardé où c'était, mais en tout cas, c'est les relevés officiels D'accord. qui donnent ça. J'étais aussi surpris que toi. Dans la haute atmosphère, tu arrives à moins 52, moins 54 degrés. Mais là,
J'allais dire c'est chaud. Oui, non, c'est froid C'est sur ça. notre température. Alors c'est même Et- moins 98 degrés. Ah, C'est il y a eu un nouveau record. 70 est antarctique. D'accord. D'accord. Il y a eu un Ok. record, en plus des moins 93. D'accord. Ok. Donc Bon, voilà. ok. Bah, je me plaindrai plus jamais du froid ici. Même du chaud, 57 degrés, ça fait quand même assez chaud, quoi. 57 degrés, ça fait hacher sur. Et donc la pression atmosphérique, donc 1 bar, c'est la référence. C'est ça. Et alors là, du coup, en composition, on a principalement de l'azote, 78%, de l'oxygène, 21%, alors qu'on n'en avait pas du tout sur Vénus, par exemple. Alors, j'ai pas mis la composition de l'atmosphère de Mercure, hein, parce qu'il n'y en a quasiment pas, Il y en a pas, mais il n'y a pas d'oxygène non plus, l'atmosphère de Mercure. Et on Et a 1% d'argon. ouais. C'est Alors du intéressant. coup, l'oxygène, lui, pour le coup, c'est un véritable marqueur de la présence de vie organique. Effectivement. En fait, Il y a, l'oxygène peut venir... ouais, non, ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas de, l'oxygène dure pas s'il n'est pas renouvelé. non, effectivement. L'oxygène, en fait, va réagir avec d'autres... enfin, le dioxygène, là, dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est même pas l'oxygène. Le dioxygène, donc c'est une molécule constituée de 2 atomes d'oxygène, c'est pour ça que c'est marqué O2. Du coup, va se séparer, réagir avec d'autres choses naturellement. Il est très réactif, contrairement au N2, qui est du coup un gaz inerte, l'azote, qui va pas réagir avec les autres gaz. Il peut faire des réactions quand même, hein, mais naturellement, il va pas avoir tendance à réagir avec les autres. Et pareil pour l'argon d'ailleurs. C'est aussi un gaz inerte. Et donc, Ouais. si tu détectes de l'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète, là, il y a vraiment, vraiment de quoi commencer à courir dans tous les sens parce que Ouais. c'est. Alors oui et non. C'est-à-dire que l'oxygène est quand même produit par d'autres phénomènes physiques, mais dans une quantité aussi importante, non, du coup. C'est ça. Voilà. Donc on a de l'oxygène qui vient par processus chimique, hein, sur des roches qui peut potentiellement... Enfin, il y a des processus qui produisent de Oui. l'oxygène. Par Mais, exemple, mais si vous avez de l'eau, vous faites de l'électrolyse. L'électrolyse se fait de façon naturelle, hein, ça arrive. Et donc ça peut produire de l'oxygène et de l'hydrogène. Voilà. voilà, mais c'est de l'oxygène qui ne va pas rester indéfiniment dans l'atmosphère. Non. C'est pour ça que on va l'avoir sous forme de traces dans les autres planètes. Les autres planètes, sur Vénus, il y a quand même de l'oxygène, mais c'est des traces d'oxygène. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les pourcentages. Hein. Et dans d'autres planètes, après, type Jupiter, etc., on va aussi avoir des traces d'oxygène, mais c'est des traces. C'est pas un pourcentage important. Voilà. Donc, sur Terre, ce qui produit, enfin, pourquoi on a du coup 21% d'oxygène, c'est parce que du coup, on a des plantes et des organismes à la surface de la Terre qui respirent, qui transforment du coup par photosynthèse le CO2 en oxygène. Voilà. En fait, elle stocke le carbone, elle garde l'atome de carbone et elle relâche tous les 2 atomes d'oxygène et du dihydrogène, du dioxygène. Du dioxygène, ouais. Dioxygène. Et donc les premières plantes qui ont fait cette action sur Terre, en fait, elles ont créé la plus grosse... quoi? En fait, comment dire? On dit en ce moment que sur Terre, on est en train de faire une grande disparition d'espèces due à Oui. l'humain. Voilà. On a une nouvelle... Une grande extinction. voilà, merci, chercher ce mot. On a une nouvelle grande extinction qui est en train d'apparaître. Extinction de masse, d'ailleurs. Extinction de On dit, masse, ouais, voilà. qui apparaît à cause de l'homme. Du coup, le facteur premier, c'est l'homme, concrètement. Et en fait, la plus grande extinction naturelle, une des plus grandes extinctions naturelles qu'il y a eu sur Terre, c'est lors de l'apparition de l'oxygène. On avait d'abord, la vie a existé avant l'oxygène, et c'était principalement basé autour du CO2, qui était au fond des océans, et
un jour, un organisme, du coup, a muté et il a commencé à produire de l'oxygène à partir du CO2. Et il a tué tout le monde autour de nous, du coup. Et c'est là que les ennuis ont commencé pour beaucoup de bestioles et beaucoup de plantes. C'est ça. Donc seules les bestioles qui étaient vraiment au fond des océans, là où l'oxygène ne peut pas rester naturellement, ont survécu. On trouve encore au fond des océans des organismes basés sur le CO2 et pas sur l'oxygène. Et par contre, à la surface, tout est mort, sauf les organismes qui sont capables de respirer de l'oxygène. Voilà. Et donc, on peut trouver d'ailleurs ces organismes primitifs en Australie. Alors, j'essaie de retrouver le nom. Bref, ça ressemble à des cailloux en fait. C'est des sortes d'organismes, c'est pas des algues, mais ça ressemble à qui vivent en fait autour de cailloux, en fait, qui se collent sur les cailloux et qui en fait, au bout d'un moment, meurent et du coup en fait se font recouvrir après par d'autres organismes, etc., etc. Donc ça fait des couches en fait d'organismes et ça fait des sortes de cailloux en fait, mais stratifiés à la fin. D'accord. Voilà. Tous ces trucs-là, on les trouve dans des roches très 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 vieilles sur Terre et c'est les premiers organismes en fait qui ont produit de l'oxygène. Les stromatolites, on me suggère. Oui, c'est ça. Merci. Je cherchais le nom. Donc merci aux gens qui nous suivent dans. Il y a des gens qui suivent, c'est bien. En direct sur Discord, AstroFR pour nous aider lorsqu'il nous manque un mot. Donc grâce à ces organismes qui ont muté un jour pour produire de l'oxygène, donc il existait des stromatolites basés sur le CO2, et là c'est des stromatolites qui se basent sur l'oxygène, qui sont du coup des mutations des stromatolites d'avant, et qui ont du coup tué tous leurs compères autour, mais qui du coup ont pris la place et ont occupé ce qu'on appelle les niches géologiques. Donc les niches géologiques, c'est les zones terrestres qui du coup sont devenues vacantes parce que tout le monde est mort. Et du coup, ces organismes ont pu se développer, ont pu avoir à manger, ont pu prendre plus de soleil, etc., se développer plus. Puis après, ça a donné d'autres organismes basés sur l'oxygène qui sont apparus. Et puis à la fin, Et maintenant, nous. Après, ça va encore évoluer. Hein. Actuellement, on est un des organismes basés sur l'oxygène qui est apparu grâce à ces petites bestioles à l'origine. Voilà. Voilà, mais c'est le vieil adage, a encore raison. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Alors c'est aussi une planète tellurique, la Terre. Hein. Voilà. Malgré le fait qu'effectivement on a beaucoup d'eau à la surface de la Terre, ça reste une planète rocheuse, principalement. Et alors la Terre, du coup, effectivement, possède un satellite, qu'on appelle la Lune. Donc un seul satellite s'appelle la Lune, mais tous les satellites ne sont pas des lunes. Hein. D'accord. Pas dans le sens. Du coup, la Lune, c'est vraiment le nom du satellite de la Terre. Des fois, on a tendance à abus de langage, à appeler les autres satellites des autres planètes des lunes. Voilà. Bon, c'est un abus de langage, on ne dit pas ça normal. Voilà. La Lune, c'est le satellite de la Terre. Alors la particularité de la Lune, c'est que déjà c'est un très gros satellite au-dessus de la position de la Terre. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez du Soleil, et plus au début de la création du système solaire, il manquait de la matière, à cause du fait que le Soleil en fait a éjecté une grande partie de la matière qui était très proche de lui. Donc là, voir la vidéo étoile, où là je parle de la phase théorique, qui est la phase qui du coup va éjecter tous les éléments légers à certaine distance du Soleil. Voilà. Et c'est aussi pour ça que on voit que dans la constitution de la Terre, dans l'atmosphère de la Terre, on n'a pas d'hydrogène, on n'a pas d'hélium. Alors que on sait que l'univers est principalement constitué d'hydrogène et d'hélium. Donc pourquoi l'atmosphère ne serait pas principalement constituée d'hydrogène et d'hélium? Voilà. Parce que ces éléments légers en fait ont été éjectés plus loin dans le système solaire à cause du Soleil. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'on a principalement des planètes telluriques proches du Soleil et après des planètes gazeuses plus loin. En fait, ça fait du sens quand tu y penses, parce que le soleil rayonne, il y a le vent solaire, Mmh. et les éléments les plus légers ont tendance à être soufflés par le vent solaire, alors que les roches et les éléments plus massifs, ils sont au contraire attirés par la gravitation. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a que des planètes telluriques jusqu'à présent. Voilà. Alors pour l'histoire de la Lune, donc hypothèse majoritaire actuellement, communauté scientifique, sur d'où vient la Lune, et que la Lune, en fait, alors ce n'est pas un bout de la Terre, mais c'est un bout d'un mélange de protoplanètes. Voilà. Alors souvent on résume par c'est un bout de la Terre. C'est pas vrai. En fait, on suppose qu'à l'origine, il y avait deux planètes, enfin deux protoplanètes, qui étaient sur la même orbite, sur deux orbites proches plutôt, et qui se sont rentrés dedans par l'arrière, du coup. Donc dépassement raté. Un Voilà. dépassement dangereux. Et ils se sont percutés, et du coup la somme des deux protoplanètes ont la planète Terre qu'on connaît actuellement et la Lune. Voilà. Donc la Alors majorité. pour ceux que ça intéresse, je vais me permettre de faire un peu de publicité totalement indécente, mais pour ceux que ça intéresse, je vous recommande vivement de vous procurer le Futura Magazine. Alors Futura, c'est un site web que certains d'entre vous connaissent peut-être, sur les sciences en général, qui est très bien fait, mais en tout cas, ils ont fait un magazine, un gros magazine. Ça s'appelle pas magazine, ça s'appelle... c'est les magazines de plus de 200 pages, là. Il y a un mot en anglais pour désigner ça. Les MOOC, voilà. C'est Oui. en partie un book et en partie un magazine. Et donc c'est le Futura Magazine, et ils ont tout un dossier sur la Lune et la création de la Lune. C'est vachement intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet. Vous pouvez même trouver des simulations de création de la Lune, du coup, Mm. sur internet, qui ont été faits par des labos. Alors du coup, Voilà. comment on sait ça? Enfin, comment on sait ça? Pourquoi c'est cette hypothèse-là qui prévaut? Parce que tout simplement, on a envoyé des hommes sur la Lune et ils ont ramassé des cailloux. Malheureusement, ils n'ont pas ramassé des très intéressants parce qu'ils n'étaient pas formés à ça. C'est dommage. Enfin, ils étaient formés, mais c'était pas des personnes où leur métier c'était de connaître les cailloux, pas des C'était géologues. pas, c'était pas des géologues, effectivement, hein. Voilà. C'était des militaires. Et malheureusement, il a fallu attendre la dernière mission lunaire pour envoyer un vrai géologue. Et en fait, dans la dernière mission lunaire, ils ont ramené plus de cailloux intéressants que dans la somme de toutes les missions lunaires. Voilà. Donc, mais il a fallu du temps pour convaincre la NASA que c'était important d'envoyer quelqu'un où c'était le métier d'être géologue. Là-haut. Et heureusement, il est parti sur la dernière mission. Il a Ouais. failli pas partir, hein. C'est joué à pas grand-chose quand même. Par contre, tous les militaires étaient quand même formés à la géologie pour essayer d'identifier les roches à ramener. Alors, bon, ils n'ont pas été hyper performants, mais ils ont quand même ramené des choses quand même intéressantes, hein. Pas non plus leur jeter la pierre. Mais Sans jeu de mots, évidemment. ouais, sans jeu de mots, effectivement. Mais ils ont quand même ramené beaucoup de cailloux et actuellement on est encore en train de dépouiller ce qui a été ramené des missions Apollo. Donc il y a des échantillons qui sont conservés sous vide à la NASA et qui de temps en temps sont ouverts pour analyse. Voilà. Plus de 50 ans Et- après, on n'a encore pas fini Non, d'analyser tous les cailloux lunaires. D'accord, ok. c'est ça. Ça, c'est marrant, ça. Et il y a eu une actualité qui est passée il y a pas longtemps où ils parlaient justement comme quoi ils ouvraient un échantillon euh, récemment, il y a D'accord. quelques mois. Du coup. Voilà. D'accord, donc Et il y a encore des potentiels de découverte intéressants avec les roches lunaires. oui, potentiellement. Alors, alors du coup, ces roches, on les a ramassées à peu près dans les mers, potentiellement. C'est des roches très noires, et alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais sur Terre, du coup, on a des volcans qui émettent de la lave, qui font une roche assez proche de celle qu'on trouve dans les mers lunaires. Et en fait, on a analysé la composition des roches qu'on trouve dans les mers lunaires et des roches qu'on trouve sur des volcans terrestres, et on s'est aperçu que la composition était très proche, qui prouverait que
la Terre et la Lune viennent du même ensemble de cailloux. Voilà. Les deux objets ont la même origine, plus ou moins. Enfin, en tout cas, ouais, sont C'est ça. créés ont été formés par la même matière de base. Alors il y a une autre chose, c'est que quand on analyse la géologie de la Lune, comment on a vu la géologie, comment on sait de quoi est constituée la Lune, comme pour la Terre. En fait, sur Terre, pour pouvoir sonder les profondeurs de la Terre, on ne fait pas un forage. En fait, le forage s'arrête qu'à quelques kilomètres, concrètement. Donc pour voir les 12 000 kilomètres du diamètre terrestre, en fait, on utilise des sismes et des sismographes qui nous permettent en fait d'en déduire les couches, les couches terrestres du coup, et savoir que par exemple au centre de la Terre, on a un noyau ferreux solide et autour un noyau ferreux liquide du coup. Et donc on a fait la même chose sur la Lune. En fait, les missions Apollo ont déposé un sismomètre à la surface de la Lune euh, qui a du coup enregistré des impacts de météores à la surface de la Lune. Et ces impacts de météorites, pas de météores, ces impacts de météorites ont créé des mini tremblements de terre qui ont été captés par le sismomètre, et donc ça nous a permis de déduire la composition interne de la Lune. On a vu que le ferreux de la Lune était très grand par rapport à la taille de la Lune, ce qui est totalement anormal. Parce Alors, que, attends, là, tu as été coupé. Qu'est-ce qui est très grand par rapport à la taille de la Lune? Le manteau ou le noyau? le noyau ferreux, Le noyau ferreux, d'accord, ok. voilà, il est beaucoup plus grand que ce qui devrait être normalement pour une vie normale d'un caillou standard du système solaire. D'accord. Et on Et, sait pourquoi? et alors du coup, ce qu'on suppose, c'est que le noyau ferreux il vient d'un objet qui était beaucoup plus gros à l'origine. D'accord, ok. Et donc le fait d'avoir deux protoplanètes qui se sont percutés, qui avaient déjà deux noyaux ferreux en interne, et qui du coup, la plupart est quand même concentrée dans la Terre, mais une grosse partie aussi est restée dans la Lune. Voilà. Enfin, D'accord. est allée dans la Lune. Voilà. Donc à un moment donné, dans l'histoire de la Terre, alors bon, la Terre ressemblait à une boule de magma à ce moment-là, mais à un moment autour de la Terre, il y avait des anneaux, du coup, qui étaient la future Lune, potentiellement. Mm. Voilà. Ça devait être joli à voir. Après, il fallait pas être à la surface à ce moment-là. C'est clair, oui, il faisait un peu chaud. Ça. Alors, petit aparté sur la Terre. Sur Terre, alors si je reprends un peu la photo de la Terre, et que, alors je sais pas si vous voyez ma souris. Oui, on la Ah voit. ouais, oui. On peut voir des bandes de nuages. Potentiellement, on en voit une ici, là, et on en voit une ici aussi. En fait, si on regarde bien, il y en a une ici aussi, en fait. Et alors, malheureusement, il faisait beau ce jour-là, mais normalement, il y en a une un peu plus haut. Mhm. En fait, ces bandes de nuages, elles sont dues à ce qu'on appelle les mouvements atmosphériques. Et donc sur Terre, on a des zones plus chaudes, qui sont au niveau de l'équateur. Et après, on a les zones subtropicales, après les zones polaires. Et donc le fait que la Terre tourne sur elle-même, elle entraîne l'atmosphère qui tourne aussi euh, autour de la Terre, et, mais qui tourne pas forcément à la même vitesse. Voilà, ça tourne parfaitement. Et du coup, le fait que la Terre tourne sur elle-même, ça va créer en fait, physiquement en fait, des cellules atmosphériques. Et donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc il y a les cellules de Hadley, les oui, alors principalement les cellules de Hadley, qui sont les plus grosses et les plus connues, qui sont les cellules en fait qui décrivent le mouvement de l'air chaud qui monte au niveau de l'équateur et qui redescend au niveau des zones subtropicales. Voilà. Et donc C'est des espèces de boursouflures. oui, oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Et donc en fait, ça va créer aussi des vents, potentiellement. Et donc on va trouver par exemple les alizés, qui est un vent assez connu, qui du coup... alors les alizés, je vais pas dire de la merde, il me semble que c'est le vent qui passe par ici, voilà, à 30 degrés de latitude. Et après on va trouver après d'autres vents qui vont correspondre en fait aux autres cellules qu'on va observer
sur Terre. Voilà. On va dire, pourquoi il nous parle de cellules atmosphériques? On parlait de planètes depuis tout à l'heure, et puis là, il nous parle de cellules atmosphériques. Alors, je vais aussi vous parler de cyclones. Donc là, ce que vous voyez, c'est la photo d'un cyclone à la surface de la Terre. Et je vais pas forcément en dire plus, juste vous dire que le nombre de cellules est proportionnel à la vitesse de rotation de la planète, du coup. Et faisant ce constat, je vais en rester là, et on en parlera plus dans la seconde partie. Voilà. Donc Ok, revenez pour la seconde partie pour avoir la suite de l'explication. on fera un petit rappel dans l'épisode précédent. C'est ça. Un peu de teasing, ça fait pas de mal, quoi. Ouais. Alors, pour Mars, donc Mars est 2 fois plus petite que la Terre. Elle fait tour du Soleil en 687 jours, donc en 2 ans terrestres. Et alors je rappelle qu'une année, ça correspond à un tour autour du Soleil. Donc 1 an martien égale 2 ans terrestres. Voilà. Et là, quand je parle en jours, je parle en jours terrestres. C'est vrai que j'ai pas dit à chaque fois. Parce que un jour, c'est pareil, c'est le temps que met la planète à tourner autour d'elle-même, du coup. Et donc un jour martien, on voit qu'un jour martien, c'est un peu plus long qu'un jour terrestre. Voilà. Mais pas beaucoup plus, en fait, c'est marrant. Pas beaucoup C'est plus, vraiment. Ouais. C'est assez proche, au final. Donc effectivement, des hommes à la surface de Mars ne seraient pas forcément dépaysés par rapport aux durées En du tout cas, jour. leur cycle circadien ne serait pas perturbé. Non, effectivement. Après, il y a d'autres problèmes. Bon, ils mourraient très rapidement de cancer, mais en tout cas, ils dormiraient bien. C'est ça. Alors, du coup, en termes de température, on est sur du 20 degrés au maximum et du moins 143 degrés au. Donc effectivement, là, on comprend bien qu'on s'éloigne du Soleil, donc on perd de la puissance solaire, du coup. Donc le Soleil chauffe moins la surface de Mars que sur Terre. Et en plus de ça, vu que l'atmosphère est très faible, alors pas aussi faible que Mercure, hein, il y a quand même de l'atmosphère, il est quand même 1000 fois moins important, enfin, un peu plus que 1000 fois moins, un peu moins que 1000 fois moins plutôt, important, il fait 0,06 bar, du coup. Et il est aussi constitué de CO2, principalement, un peu d'argon et un peu d'azote. Voilà. Donc, il y a un peu d'effet de serre quand même à la surface de Mars, mais très peu. Il y a très peu d'atmosphère, qui du coup aide pas à chauffer Mars, en plus. Mais on va quand même trouver du liquide de temps en temps à la surface de Mars. En fait, au niveau des pôles, au pôle nord et au pôle sud, on a de la glace d'eau qui est accumulée, et au moment de l'été martien, au pôle nord, du coup, on a du coup de l'eau liquide qui apparaît et qui du coup ruisselle le long des glaciers martiens. On va retrouver la même chose au pôle sud de Mars, beaucoup moins parce que du coup la calotte polaire sud de Mars est beaucoup moins développée que la calotte nord de Mars. Voilà. D'ailleurs on les voit très bien hein, dans un télescope amateur quand Mars est pas trop loin de la Terre. On voit très bien les deux pôles apparaître comme zone blanche un peu plus lumineuse. Voilà. Alors du coup, Mars est une planète tellurique, donc une planète faite de roches, sur laquelle on peut atterrir. Alors, actuellement, on a même des rovers qui sont à sa surface, donc on en a 3, d'accord, du coup, actuellement. On a le rover Perseverance, le dernier, et le rover Curiosity, qui est l'avant-dernier rover de la NASA. Et on a un petit nouveau, du coup, qui est le rover de la Chine. Là, j'ai pas le nom. Il y en avait un avant Curiosity. Ouais, il y avait Opportunity et Spirit, du coup. Voilà. Qui étaient 2 rovers jumeaux qui devaient durer 9 mois, et il y en a un des deux qui a duré plus de 9 ans. Donc, beau record de vie. Ça a été un défi technique, hein, parce que à la surface de Mars, vu qu'il y a quand même de l'atmosphère, il y a quand même du vent. Et du coup, les particules à la surface de Mars sont levées dans l'atmosphère et retombent en fait sur les panneaux solaires des rovers. Donc là, Opportunity et Spirit, c'était 2 rovers qui se basaient sur
le soleil pour avoir leur énergie. Et du coup, malgré ça, ils ont quand même réussi avec des jeux de déplacement à maintenir les rovers en vie. C'est-à-dire qu'ils les ont cachés dans des endroits plus chauds dans les périodes hivernales pour pas que les batteries meurent à cause du froid, en fait. Mhm. Et se sont servis des micro-tornades qu'on trouve à la surface de Mars pour nettoyer les panneaux solaires des rovers. En fait, ils ont fait des calculs atmosphériques. En fait, ils voyaient des tornades arriver et ils faisaient des calculs de trajectoire. Parce que du coup, quand on pilote un rover à la surface de Mars, on ne le pilote pas comme on pilote une voiture télécommandée, hein. On a un temps de décalage parce que la lumière met quand même du temps pour arriver sur Mars, plusieurs minutes. Donc en fait, on programme le déplacement du rover de la journée et le rover après fait le déplacement au cours de la journée. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Du coup, on devait calculer la trajectoire des tornades pour pouvoir mettre le rover dans la trajectoire de la tornade pour que la tornade nettoie les panneaux solaires du rover. Mais c'est dingue, c'est absolument dingue. Oui. C'est un trésor d'ingéniosité d'aller faire ça. C'est ça. Alors on dit, ouais, mais les tornades c'est dangereux. Alors, les tornades c'est dangereux à condition qu'il y ait de l'atmosphère. C'est-à-dire que moins vous avez de pression atmosphérique et moins la tornade a d'énergie pour vous déplacer. Voilà. Mm. Même si les vents vont très vite, s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'énergie. Du coup. Voilà. C'est ça. Et du coup, potentiellement, la tornade, si vous passez dans une tornade, comme le film Seul sur Mars, du coup, si vous passez à un moment donné, il passe dans une mini-tornade. Et en fait, ça va vous chatouiller. Ça va rien vous faire, en fait. Oui, c'est vivant, il n'y a rien pour te percuter, pour te C'est ça. frapper. Par contre, on trouve quand même des tempêtes de sable à la surface de Mars qui ont tendance à recouvrir régulièrement Mars et du coup nous empêcher de voir des détails. Donc ça, malheureusement, c'est ce que craignent du coup les rovers souvent, et ce que craignent aussi les satellites d'observation de Mars qui du coup ne prévoient plus vraiment la surface à cause de ça. Ouais. À cause des tempêtes. C'est des tempêtes qui peuvent recouvrir l'intégralité de la planète. Ces tempêtes-là, vu qu'elles sont chargées de poussière, elles ont de la matière, et du coup elles peuvent vraiment agir sur quelque chose, du coup. Oui, elles peuvent abîmer. Pour information, Mars est à 13 minutes lumière de la Terre, donc ça veut dire qu'ils font un signal radio 13 minutes pour aller de la Terre à Mars. Donc on comprend bien à ce niveau-là que on pilote pas les rovers, on les programme. C'est ça. C'est-à-dire qu'on télécharge, on renvoie des commandes. Ce téléchargement va prendre 13 minutes, arriver sur Mars, pour leur dire ce qu'ils doivent faire dans les 6 prochaines heures, 3 prochaines heures, les 24 prochaines heures. Donc les rovers doivent sont programmés vraiment étape par étape pour les quelques prochaines heures d'activité. Ouais. Et vu que Mars est loin, quand on envoyait un rover en fait à la surface de Mars, on ne savait pas exactement où il allait atterrir, on savait à peu près où il allait atterrir, mais pas exactement. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est que, en plus, c'est compliqué de déclencher des choses à distance, que c'est à plusieurs minutes de lumière. Ce qu'on faisait, c'est qu'on les emballait dans des airbags. Donc d'habitude, en fait, le rover est dans une capsule fermée, et tout autour du rover, il y a des airbags qui vont du coup, au début, un parachute va se déclencher, puis à la fin, les airbags vont s'allumer, et en fait, le rover va à la surface de Mars jusqu'à arriver dans le bon sens. Puis après, petit à petit, les airbags se dégonflent tout doucement, et la capsule s'ouvre, et le rover peut sortir à la surface de Mars. Voilà. Ça, c'était Oui, l'ancienne technique. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on ne savait pas, ils pouvaient très bien tomber sur des rochers, sur n'importe quoi. Donc, il n'était pas question de le laisser tomber comme ça sans aucune protection. C'est ça. Et du coup, maintenant, on connaît mieux, on arrive mieux à maîtriser toutes ces technologies. Et donc maintenant, c'est une sorte de drone qui arrive à la surface de Mars dans une capsule. En dessous est accroché le rover. Du coup, au début, comme d'habitude, le parachute se déplie. Et à la fin, le parachute, du coup, largue la capsule, enfin largue le drone,
qui du coup va allumer ses réacteurs et va treuiller du coup le rover à la surface de Mars, puis aller s'écraser plus loin. C'est ça, ouais. C'est assez impressionnant. Alors, à voir en simulation, parce qu'évidemment, on peut pas le filmer en temps réel, Non, ce processus, mais il y a des simulations intéressantes qui ont été faites. c'est ça. Et surtout, il faut dire que tout ça, c'est programmé à l'avance. Voilà. Parce qu'on ne peut pas piloter, pareil, le drone à Ouais, distance. c'est Voilà. ça. Donc tout C'est ça est en impressionnant. automatique. Alors les C'est Européens ont essayé de le faire, la dernière fois qu'ils ont essayé, la sonde n'est jamais arrivée en ouais. entier à la surface de Mars. Donc Ouais, pour bah, l'instant, il y a eu des erreurs, hein, mm, que ce soit l'Europe ou la NASA, il y a eu des erreurs sur des sondes qui ont été envoyées sur Mars. ouais, Mais bon, Mars est la planète maudite, hein, c'est la planète qui possède le plus d'échecs au niveau mission, du coup. Il y a eu enfin, beaucoup de petites erreurs à la ouais. con, des changements C'est- c'est- d'unité. Oui, oui, il y a eu des erreurs d'unité également, évidemment. Ça, c'est pas mal Voilà. aussi. Bon, ceci étant dit, on en a envoyé de la ferraille sur Mars, hein. Oui, C'est une planète qui est quand même... obligé. Mars, C'est la planète où on a Mars, envoyé le plus de sondes. Ouais. Mars, c'est quand même la planète sur laquelle il y avait de l'eau, quasiment Mm. certain. Et on est quasiment sûr que c'est une planète qui était hospitalière avant. Et donc, on espère pouvoir y trouver des traces de vie. Ceci étant dit, Vénus était également très hospitalière et même avec beaucoup plus de probabilité que Mars. Mais on peut pas on peut pas envoyer tous ces rovers sur Vénus pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, tout simplement parce qu'ils se feraient cracher par la pression et rongés par l'acidité de Mm. l'atmosphère. Alors que Mars, c'est beaucoup plus facile d'envoyer. Ouais. Et alors du coup, pour finir sur Mars, du coup, enfin finir, la description en tout cas basique, donc elle possède 2 satellites, qui s'appellent Phobos et Deimos, ah, qui sont dans la mythologie les fils de Mars, du coup. Mhm. Et alors ces 2 satellites, c'est plus des astéroïdes en fait capturés par Mars que des satellites. Alors on ne sait pas exactement d'où ils viennent. On ne sait pas si c'est des déchets de la création de Mars qui se sont accumulés en astéroïdes ou si c'est des astéroïdes qui ont été capturés. Il y a des missions qui veulent aller étudier Phobos et Deimos. Malheureusement, la mission qui devait aller étudier Phobos s'est crashée, du coup. Pas sur Mhm. Phobos, mais en fait, elle est jamais partie de la Terre. Finalement. Voilà. Elle s'appelle Phobos Grunt, la mission qui devait étudier Phobos. Mais d'autres missions sont en préparation pour étudier ces satellites. Il faut qu'on connaisse la structure interne de ces satellites pour pouvoir faire plus d'hypothèses sur leur provenance. En fonction de s'ils sont très compacts ou pas, euh, ça va donner des indices sur leur provenance. Et donc Ok. Phobos et Deimos, ça correspond plus à des satellites que peut avoir une planète de la taille de Mars à l'orbite où elle est. Voilà. C'est là où on voit la différence, c'est-à-dire que la Terre est plus proche du Soleil et pourtant un satellite bien plus gros Mm. que le satellite de Mars. Ce qui n'est pas normal. Anomalie potentielle. Ouais. Et donc on parlait d'eau sur Mars, hein, des explications. Du coup, à gauche, c'est une simulation, reconstitution. Ils ont pris Mars actuellement et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont petit à petit, ils ont de l'eau remplir les zones qui sont légèrement moins hautes que les autres. Voilà. Donc en fait, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que Mars, la partie sud, euh, nord plutôt, de Mars est assez plate et assez basse par rapport à la partie sud. Voilà. Et effectivement, ça c'est ce qu'on observe sur Mars. Pour l'instant, on n'a pas d'explication de savoir pourquoi la partie haute est très plate, possède très peu de cratères, très peu de montagnes, contrairement à la partie basse de Mars qui, elle, possède beaucoup de montagnes, beaucoup de cratères, des volcans, etc. Ah, il y a plusieurs hypothèses, mais rien qui fait consensus. Voilà. Une Oui. hypothèse, c'est qu'il s'est pris un gros caillou qui a aplani la surface. Du Ah coup, oui, d'accord. la surface nord.
Voilà, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Après, il y a des hypothèses volcaniques aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Je vois également le résultat d'une activité volcanique. Il y a pas mal d'hypothèses. Alors, ça peut être aussi un ensemble de phénomènes. Hein. C'est jamais un seul phénomène, hein, concrètement. Mm. Mais on ne sait pas trop pourquoi il y a cette dichotomie entre le nord et le sud de Mars. Voilà. Alors, pour information, comment on définit le nord, le sud, le niveau zéro sur Mars, en fait? Mhm. On a choisi un cratère, voilà, et on s'est dit, ah, c'est le méridien zéro. Voilà. D'accord. Ce Ok. cratère-là, c'est le méridien zéro. Et du coup, toutes les longitudes, latitudes définies sur Mars sont basées là-dessus. Voilà. D'accord. Donc il a Oui, il y fallu choisir un avait. référentiel. J'imagine qu'en l'absence d'un célèbre observatoire, il y a un truc. Le nom, je crois, du cratère, ça s'appelle c'est pas exactement le cratère méridien, mais quasiment. Je sais plus D'accord. exactement le nom du cratère, mais c'est à peu près ça. C'est rigolo, parce que du coup, tout le monde se dit mais comment on fait une carte du coup, de Mars. Bien prendre une référence, un centre, un niveau zéro aussi. Ouais. Ah, voilà, bah, c'est ce qui a été choisi. On a choisi un cratère à peu près au centre, en termes de latitude. Et après, bah, il a fallu choisir quelque part en longitude qui allait bien. Donc en fait, ils ont regardé le niveau moyen de, de Mars. Et en fait, ce cratère, du coup, bah, il se trouve entre la partie nord et la partie sud. Voilà, du coup. La Ok. partie nord étant plus basse que la partie sud. Voilà. Là, il est entre les deux. Voilà. C'est lui qui définit le niveau zéro sur Mars. Alors du Alors, coup, là, cette simulation, du coup, on a mis de l'eau. Voilà. Donc c'est une simulation. On n'a rien de. C'est pas une vraie image. Et en fait, parce qu'on suppose. Alors, enfin, on suppose maintenant, on est quasiment sûr qu'il y a eu de l'eau à la surface de Mars. Pas forcément comme cette image. Hein. On ne sait pas encore si c'était des gros lacs ou si c'était carrément des océans qu'il y avait à la surface de Mars. Mhm. Alors, pourquoi on sait ça? Parce qu'en fait, par planétologie comparée, on observe des, des formes géologiques qui sont dues à des rivières potentielles à la surface de Mars, des deltas aussi, qui sont dues du coup au ruissellement de l'eau. On trouve exactement les mêmes sur Terre, et potentiellement ça ne peut venir que de là. Mhm. Et en plus, maintenant, en force d'envoyer des rovers, on a analysé les sols de Mars et on a identifié des éléments qui ne viennent que de la réaction entre le sol de Mars et de l'eau. Voilà. Ouais. Ce serait effectivement un espoir de. La présence de cette eau serait vraiment un espoir pour découvrir des traces de vie, parce que Mm, s'il y avait de l'eau en abondance, il y a des grandes chances pour qu'il y ait de la vie, ou alors c'est qu'il nous manque quelque chose. c'est ça. C'est juste qu'effectivement, à la surface de Mars actuellement, on ne peut pas trouver de l'eau liquide en permanence. Et on en trouve principalement qu'au niveau des pôles ou à certains endroits sur Mars. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le sol de Mars, en fait, euh, légèrement en profondeur, est constitué en partie d'eau, qu'on appelle du pergélisol, donc c'est de l'eau gelée, et c'est un peu ce qu'on trouve en Sibérie, du coup. Mhm. Donc c'est du sol qui est en permanence gelé, donc tout l'eau qui est dans le sol, Du c'est un sol très permafrost. dur. Voilà, c'est le permafrost. Et de temps en temps, sur certains affleurements qui se retrouvent au soleil, donc les affleurements, c'est c'est- c'est la roche qui, comment dire, Et c'est la oui, roche oui, cassée, mise à nu, c'est ça, voilà, qui dépasse de la surface, au-dessus de voilà, c'est ça. Par de exemple, la terre. une falaise, c'est un affleurement. Voilà. Ouais. Alors, on trouve des petites falaises comme ça sur Mars, qui du coup sont au soleil, et en été, des fois, on peut voir des ruissellements ruisseler le long de ces falaises. Voilà. Qui est en fait ce sol qui fond, potentiellement. Alors par contre, il n'y a pas que de la glace d'eau sur Mars, il y a aussi de la glace de CO2 que vous connaissez sous le nom de neige carbonique Mm. sur Terre. Voilà. Et du coup, cette
cette glace de CO2, en général, est directement sublimée, donc se passe directement sous forme gazeuse. Alors pourquoi il y a plus d'eau? Voilà, c'est ça que j'allais te demander. Et je suis en train de regarder le petit schéma que tu as mis à droite et je me dis que la On va en réponse va parler. être que la réponse va être très intéressante. Alors, ce qu'on peut voir à droite, c'est la Terre, l'interaction entre la Terre et le Soleil par rapport au champ magnétique terrestre. Donc sur Terre, on a un noyau liquide qui tourne autour d'un noyau solide, et ce mouvement crée un champ magnétique autour de la Terre. Donc c'est ce qu'on voit, donc c'est un champ magnétique qui est quasiment bipolaire. En fait, il y a des anomalies, mais bon, on s'en fout, dans un premier temps considéré simplement. Donc il y a un pôle sud, un pôle nord de cet aimant, et du coup ça va créer un champ magnétique autour de la Terre. Ce champ magnétique, il a la particularité de nous protéger du vent solaire. Donc on a quelques particules qui, en passant par les pôles, là où le champ magnétique est moins fort, peuvent rentrer dans l'atmosphère, et en tapant d'ailleurs les molécules qui sont dans la haute atmosphère terrestre, elles excitent ces molécules qui, en voulant se désexciter, émettent de la lumière. C'est pas les molécules, c'est plutôt les atomes qui sont dans les molécules qui s'excitent, et qui, en se désexcitant, créent de la lumière, et la lumière est proportionnelle à l'élément qui est émité. Donc si c'est de l'azote, si c'est de l'oxygène, de l'hydrogène, ce ne sera pas la même couleur. Et donc ces phénomènes lumineux, on appelle ça des aurores boréales. Donc les aurores boréales, en fait, c'est l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère terrestre. Se crée au niveau des pôles. Pourquoi au niveau des pôles? Parce que c'est principalement là qu'on va retrouver toutes ces particules. Et en fait, une fois qu'elles sont arrivées au niveau des pôles, après elles rentrent dans la Terre. Enfin, elles rentrent dans la Terre, elles rentrent dans l'atmosphère terrestre. Et elles peuvent descendre plus bas en latitude si elles ont beaucoup d'énergie. Et quand on arrive aux latitudes, par exemple, de la France, quand il y a des très fortes tempêtes solaires, parce qu'il y a eu une éruption, par exemple, on a des particules qui ont beaucoup d'énergie, qui vont réussir à exciter le gaz le moins lourd, qui est l'hydrogène. Et en excitant cet hydrogène, quand il va se désexciter, ça va créer des aurores boréales rouges. Et effectivement, on peut en observer en France des aurores boréales rouges. C'est très peu lumineux, hein, donc il faut être dans des zones où il y a très peu de pollution lumineuse, et surtout être au bon moment, au bon endroit. Voilà. Ouais. Alors ce champ magnétique, il est créé parce que le noyau en fer tourne. C'est ça, exactement. On a Comme une dynamo. Comme une dynamo, voilà. Voilà. On appelle ça la dynamo terrestre, hein, d'ailleurs. Et du coup, alors ça, c'est dû au fait que la Terre, à l'intérieur de la Terre, il y a de la chaleur qui a été accumulée. Alors cette chaleur, elle vient d'où? En fait, elle vient des impacts qui ont eu lieu sur la Terre au moment de sa création. Donc cette chaleur a migré vers le centre de la Terre. Et c'est ça qui fait que, d'ailleurs, on sait où on a ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc, les plaques continentales bougent à la surface de la Terre, ce qui crée les séismes. On a aussi des volcans qui sont créés grâce à cette chaleur interne de la Terre. Parce qu'à l'intérieur, c'est représenté par une couche de magma sur laquelle flotte la croûte terrestre. C'est ça. Donc ça, c'est dû à la chaleur interne de la Terre. Tout ça, toute cette protection qu'on a, grâce à ça, on n'est pas irradié par le Soleil en permanence, grâce à l'atmosphère aussi, hein. Mais surtout, grâce à ça, on peut garder notre atmosphère. Parce que si on n'aurait pas ce champ magnétique, ce qui se passerait, c'est que le Soleil soufflerait l'atmosphère de la Terre. C'est-à-dire que le Soleil, avec les particules du Soleil, émises par le Soleil, accélérerait les particules de l'atmosphère. Et quand une particule de l'atmosphère dépasse ce qu'on appelle la vitesse de libération, donc c'est la vitesse à laquelle il faut aller pour pouvoir s'échapper de la Terre, quand cette particule arrive à cette vitesse-là, et en fait, elle peut s'échapper dans l'espace. Et du coup, on perdrait l'atmosphère à cause de ça. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé des éléments les plus légers du système solaire au moment de la formation qui étaient soufflés par le Soleil, qu'on retrouve donc pas à des distances terrestres du Soleil, comme l'hélium et l'hydrogène. Ben c'est le même phénomène. C'est le vent solaire, c'est ce flux de particules qui sont éjectées par le Soleil à grande vitesse, qui entraînent tout sur leur passage. Pas tout, parce que les éléments les plus lourds, comme les roches, restent verrouillés par l'attraction gravitationnelle du Soleil, mais par contre, effectivement, tout ce qui est léger s'en va.
et une planète qui n'aurait pas de champ électromagnétique, enfin de champ magnétique produit par son noyau, finirait par perdre son atmosphère. C'est ça, Et voilà, et c'est ce qui est arrivé à... exactement. C'est ce qui était arrivé à Mars. Ouais. En fait, Mars, au début de sa création, avait une chaleur interne suffisante pour maintenir une dynamo martienne, du coup, et qui avait un noyau liquide, un noyau solide. Au fur et à mesure du temps, la planète, comme la Terre, se refroidit, et elle est descendue sous une température limite, qui a fait qu'elle a perdu son noyau liquide, et donc elle a perdu sa dynamo. En perdant sa dynamo, plus de protection pour l'atmosphère, et l'atmosphère de Mars s'est fait souffler. Donc la pression diminuant, l'eau à la surface de la planète n'a pas pu maintenir son état liquide, et du coup s'est retrouvée à l'état gazeux. Et du coup a été éjectée dans l'espace. Et ça représente un défi énorme pour la terraformation de Mars, dont on parle parfois. Mm. Parce que, effectivement, pour faire fondre l'eau des calottes polaires, hein, encore que c'est vraiment pas facile à faire, Oui. mais même si on arrivait à créer, on ne peut pas la garder, et habiter sur une planète qui est en permanence irradiée par le soleil, c'est juste pas possible. C'est ça. Alors, voilà. Donc il y a des solutions qui ont été proposées en mettant un satellite sur un des points Lagrange qui émettrait une source de champ magnétique qui n'est pas complètement délirante, mais technologiquement totalement hors de portée. C'est ça. C'est-à-dire que si on voudrait garder l'atmosphère de Mars, il y a deux façons de faire. Soit on arrive à produire plus que ce qui s'en va. Voilà. Sachant que c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Il Non, faut puis déjà trouver la matière. ouais, puis Soit ça on crée recrée un champ gâchis. magnétique. Ouais. C'est ça. Soit on recrée un champ magnétique de protection qui permet de réaccumuler du coup de la matière dans l'atmosphère. Ouais, puis là, on est carrément dans le domaine de la science-fiction. Oui, là, parce qu'il faut une énergie colossale pour faire ça. Donc voilà, la terraformation de Mars, c'est pas pour tout de suite, à cause d'un phénomène très simple, effectivement, mais malheureusement pas assez connu. Du coup, Vénus, vu qu'elle a gardé son atmosphère, hein, elle a un champ magnétique potentiellement pour le protéger. Effectivement, elle a une activité géologique importante en interne, beaucoup plus importante que la Terre, et donc elle a effectivement une dynamo interne, comme la Terre, qui protège son atmosphère. Ça, je ne l'ai pas dit, mais du coup, maintenant, on peut en parler. C'est ça. Ce qui est pas le cas de Mercure non plus. Ce qui n'est pas le cas de Mercure. Ouais. L'activité géologique de Mercure est quasi nulle. Et de toute façon, là, pour le coup, il faudrait un sacré champ magnétique pour protéger l'atmosphère de Mercure. Et du coup, on se rapproche du Soleil, donc le vent solaire a plus d'énergie. Ouais, c'est clair. Et on passe à notre dernier sujet de la soirée, la ceinture principale. La ceinture principale, je vous l'ai représentée, alors là c'est à l'échelle. Donc la ceinture d'astéroïdes, hein, on parle d'astéroïdes. Ceinture d'astéroïdes principale, effectivement. Donc c'est son nom officiel, c'est pas la ceinture de Kepler. La ceinture de Kepler, c'est la ceinture qui est au-delà de Neptune. Hein. On parlera à la prochaine séance. Donc la ceinture d'astéroïdes principale, ceinture principale d'astéroïdes en fonction de comment vous l'écrivez. On peut l'observer ici, d'ailleurs on voit que les distances entre les planètes sont assez... commencent petit à petit, quand on part de Mercure, on voit que la distance Mercure-Vénus est... j'allais dire on voit que c'est à peu près la même distance entre Mercure et Vénus qu'entre Vénus et la Terre. On voit qu'entre la Terre et Mars, ça commence à s'éloigner un peu, plus exactement la même distance, et qu'on voit entre la ceinture principale et la Terre, quand même une très grande zone. Après, entre la ceinture principale et Jupiter, il y a encore une plus grande zone. Et donc, ce qu'on peut observer dans cette ceinture principale, souvent, des gens disent ouais, en fait, c'est une planète qui s'est pas formée. C'est pas aussi facile. Concrètement, si on prend la somme de ce qu'il y a dans cette zone, on se retrouve avec 0,4 la masse de la Lune. Donc c'est pas beaucoup.
Ouais, D'accord, donc effectivement, il manque des trucs. il manque des trucs avant de réussir à faire une planète, du coup. Donc un tiers de cette masse, c'est Cérès. Donc c'est le plus gros corps qu'il y a dans cette ceinture principale. Voilà. Cérès, c'est considéré ce qu'on appelle une planète naine. Vu qu'il a clairement pas fait le ménage sur son orbite, Mhm. on peut pas considérer Cérès comme une planète. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pourquoi on a dû redéfinir la définition de planète. Parce que en trouvant d'autres objets qui ressemblaient à Pluton, soit on devait passer à je sais pas combien de planètes, Voilà. soit on devait retomber à 8 planètes. Donc on a rajouté une Voilà. définition pour retomber à 8 planètes. Voilà. Malheureusement pour les Américains, qui, qui ont découvert du coup Pluton. Du coup, on manifestait longtemps. D'ailleurs, à certains endroits aux États-Unis, ils n'acceptent pas que Pluton soit relayé à l'état de planète naine. Bon, c'est comme ça, mais l'IAU, donc le, l'Union internationale astronomique, du coup, a décidé que Pluton n'était plus une planète. Voilà. Et a redéfini le concept de planète. Je rappelle qu'à l'origine, j'ai même pas dit, les planètes, ça veut dire, alors je sais plus si c'est en grec, je crois que c'est en grec. Le Et mot en gros, planète? je sais plus si c'est en grec ancien ou en latin, ça veut Ah, je dire sais pas. astre, ça veut dire astre errant, en fait. Oui, effectivement, ça veut dire Voilà. astréran. Je sais pas, et donc du coup, je sais pas si c'est du grec, du latin ou quoi, mais effectivement, ça veut dire astréran. Et du coup, potentiellement, c'est parce que, bah, à l'époque, ils voyaient des étoiles qui se déplaçaient pas comme les autres au cours de l'année, Oui. et, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. C'était les seules étoiles sur la voûte céleste qui se déplaçaient par rapport aux autres étoiles. Alors, oui, voilà, donc le latin planetae, d'accord. Ok. Et Alors, du coup, on trouve, alors actuellement, hein, c'est pareil, au vu de la technologie évolue, donc on arrive de mieux en mieux à détecter les objets dans la ceinture principale. Du coup, euh, on a entre 700 000 et 1 700 000 astéroïdes de plus d'1 kilomètre. Voilà. En sachant que les astéroïdes, en général, pas forcément très denses par rapport à une planète. Voilà. Euh, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup hein, qu'il y a forcément beaucoup de masse. mhm. Euh, mais ils sont quand même très éloignés, hein. Concrètement, entre chaque gros astéroïde de plus d'1 kilomètre, on a à peu près 1 million de kilomètres entre chacun. Donc il y a 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. Voilà. Donc Oui, c'est pour ça que c'est pas quand parce tu que vois vous dans êtes peu les, loin que vous voyez plein de cailloux autour, hein. ouais, c'est dans les films de science-fiction, dans les jeux vaisseaux, tu vois les collisions, les poursuites de vaisseaux entre les astéroïdes. Bon, C'est ça ça. correspond pas tout à fait à la réalité. Bah, ça correspondrait à plutôt quand vous vous baladerez dans les anneaux d'une planète, type Saturne. Voilà. Si vous vous baladez dans les anneaux de Saturne, ça va ressembler un peu à ça, mais des cailloux beaucoup plus petits. Hmm. Voilà. On trouve à peu près 240 astéroïdes. Enfin, pour l'instant, on connaît 240 astéroïdes qui font plus de 100 km. Et du coup, gros astéroïde qu'on appelle une planète naine, on appelle Cérès, du coup, qui représente un tiers de la masse de cette ceinture et qui fait D'accord. 950 km de diamètre. Voilà. Et alors là, vous avez une photo de Cérès, alors, une photo assez récente hein, qui a été prise Mhm. par la sonde Dawn, qui est à droite. D'ailleurs, sur l'image de la sonde, là, vous avez la photo de Cérès avant qu'elle arrive. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on connaissait de Cérès avant que la sonde arrive. Hmm. Ça vous donne un bel aperçu de progression. Ouais, là, on a effectivement, on voit les cratères, c'est marrant, c'est une petite lune, une micro-lune. C'est ça. Donc en fait, on voit que ça ressemble beaucoup à la Lune ou à Mercure, hein, concrètement. Alors la zone très brillante, en fait, c'est juste des matériaux qui reflétaient beaucoup la lumière à cet endroit-là. Ce n'est pas Mhm. une base russe cachée ou une base nazie cachée sur Cérès. Ou tout simplement une ville belle terre,
pour ceux qui connaissent The Expanse. Et oui, puis si vous connaissez pas, c'est une série magnifique que je vous recommande. Voilà, c'est juste en fait des cailloux que vu depuis la sonde, ça avait une grande réflectivité. Alors grande réflectivité, alors on s'entend, la réflexion de la lumière sur Cérès est de l'ordre de 10%, même pas, hein. Nos miroirs actuels, Mhm. le télescope c'est 99%, hein. Ça n'a rien à voir. Et Ouais, c'est clair. les zones qui reflètent un peu plus concrètement, on parle de 15-20% de lumière. Alors Ah, on me fait, on me fait signe qu'on est déjà à 1h30. ah bah voilà. Donc, C'est la dernière slide, ça tombe bien. donc ben, on va peut-être commencer à prendre les questions si on a sur le Discord de AstroFR. Donc, si vous nous suivez sur YouTube en différé, vous pouvez nous laisser des questions dans les commentaires en bas, on fera suivre en réponse. Et si vous nous suivez en direct sur le Discord AstroFR, qui, je vous le rappelle, est le Discord des astronomes amateurs francophones, eh ben, vous pouvez utiliser le canal live text pour poser vos questions au clavier. Et éventuellement, si vous souhaitez poser des questions en vocal, si vous avez un micro, ben, vous nous faites un petit signe et puis on vous ouvrira le micro en direct. Pas de souci. Voilà. Voilà. Donc, ben, donc on va voir s'il y a des questions ou s'il n'y a pas de questions. Donc, en tout cas, bah, c'était sympa comme première présentation. Donc, il va y avoir une deuxième présentation. Il va y avoir la suite. On va s'attaquer ensuite à toutes les planètes qui se situent après la ceinture d'astéroïdes. Et donc là, on sera dans les géantes gazeuses. Exactement. On sera plus dans les planètes telluriques. C'est vraiment intéressant comme présentation parce que tout ça, c'est, enfin pas tout, mais il y a plein de choses dont on a parlé aujourd'hui qu'on peut observer assez facilement avec un télescope. Oui. Même avec un télescope à prix assez raisonnable, on peut commencer à observer la Lune. Jupiter, bon, on n'a pas encore parlé de Jupiter, mais Jupiter et Saturne sont très faciles à observer au télescope. Mars également, même si on voit pas beaucoup de détails. Le Soleil, à condition de prendre d'énormes précautions. Donc si vous voulez regarder le Soleil au télescope, je vous recommande vivement de vous rapprocher d'un club d'astronomie ou de venir en parler sur le serveur Discord d'AstroFR, parce que c'est une technique qui est déjà un petit peu complexe et surtout c'est très dangereux. Et pareil pour l'observation de Mercure aussi. Et pareil pour l'observation de Mercure, parce qu'elle est très très proche du Soleil, C'est ça. et on a vite fait de faire une erreur, et si vous mettez l'œil dans le télescope ou une paire de jumelles dirigées vers le Soleil, vous avez plus de yeux. C'est ça. Si vous essayez d'observer Mercure, en général aux jumelles, vous avez de fortes chances d'observer le Soleil en même temps, et donc de Ouais, perdre vos yeux. voilà, tout est fait. Donc ne faites pas ça. Si vous savez pas ce que vous faites, rapprochez-vous d'un club d'astronomie, venez parler, et puis vous serez guidé. Vous serez guidé. Voilà. Alors, bah, si on n'a pas de questions, Juste oui, pour finir vas-y. sur Cérès, si jamais vous voulez Oui. voir d'autres images de Cérès, n'hésitez pas à chercher sur la page de la sonde Dawn, où la sonde Dawn s'est rapprochée encore plus que l'image que je vous ai mis là, pour voir justement cette fameuse surface réfléchissante et d'autres endroits. Et donc elle s'est approchée vraiment très très près de Cérès pour observer les différentes surfaces avant de finir sa belle vie. Ouais, puis ça, c'est Bon, vraiment un objet qu'on peut pas voir, qu'on verra jamais au télescope. Enfin, non, c'est voilà. ça. Donc, c'est vachement intéressant d'avoir des sondes qui Avec le meilleur volent. télescope terrestre, on avait l'image qu'on voit à droite de la sonde. C'est tout ce qu'on avait, concrètement. Voilà. Eh bien, en tout cas, ben, merci Sébastien pour cette présentation. Donc, on fixera bientôt la date de la prochaine présentation. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'oubliez pas, regardez dans les commentaires en bas, vous avez un lien direct vers notre serveur Discord qui rassemble tous les astronomes amateurs francophones, qui permet également d'organiser des sorties astronomie partout en région, à côté de chez vous, d'obtenir des conseils et de discuter avec d'autres passionnés. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve la prochaine fois sur YouTube, sur Discord. Et puis, sur ce, je vous dis une bonne nuit.